the most distant human-made object, NASA's Voyager 1 spacecraft, is in interstellar space. Well, this just contributes to the number of discoveries that Voyager's been making. Les humains ont une bonne compréhension du fonctionnement de l'univers. Bien que nous ne nous soyons pas aventurés au-delà de la Lune, notre espèce semble avoir une compréhension assez profonde du cosmos dans son ensemble. Toutefois, la plupart de ces informations reposent sur des hypothèses et des suppositions. C'est pourquoi les sondes spatiales telles que Voyager 1 et Voyager 2 sont si importantes pour notre compréhension du cosmos. Ces sondes nous transmettent des données en temps réel, nous fournissant ainsi des informations sur les régions extérieures de notre système solaire, que nous ne pourrons peut-être pas explorer personnellement avant de nombreuses décennies. Les voyageurs nous ont envoyé des informations à traiter, et en plus de cela, il vient de nous délivrer un terrible avertissement. Et tout est sur le point de changer à cause de cela. Alors, rejoignez-nous aujourd'hui pour examiner ce que le voyageur a rencontré jusqu'à présent, ainsi que le message terrifiant et ce qu'il pourrait signifier pour l'avenir. Les missions voyageurs font partie intégrante de l'exploration spatiale depuis près de 45 ans, période au cours de laquelle elles ont fourni certains des tout premiers et des plus importants aperçus de l'état actuel de notre système solaire. Malgré cela, lorsque les plans initiaux de la sonde ont été réalisés, il n'a jamais été prévu que ces missions survivent sur une aussi longue période. Lorsque Michael Minovich a compris qu'un vaisseau spatial pouvait profiter de la vitesse d'une planète pour se catapulter plus loin dans le système solaire, il a eu la révélation qui a conduit à l'idée d'envoyer des sondes dans les années 1970. C'était un accident complet et total. Le programme Voyager se compose de 2 vaisseaux spatiaux, Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 2 a en effet été lancé en premier, en août 1977, mais Voyager 1 a été envoyé sur une trajectoire plus rapide lorsqu'il a été lancé environ 2 semaines plus tard. Ils sont maintenant les 2 seuls vaisseaux spatiaux opérationnels dans l'espace interstellaire, au-delà de l'influence du Soleil. En 1979, Voyager 2 a dépassé Jupiter, Saturne en 1981, Uranus en 1985 et Neptune en 1989. C'est le seul vaisseau spatial à avoir visité Uranus ou Neptune, et il a fourni la plupart des données que nous utilisons aujourd'hui pour les caractériser. Voyager 1 a dépassé Voyager 2 quelques mois seulement après son lancement, grâce à sa vitesse plus élevée et à sa trajectoire plus directe. Il s'est arrêté à Jupiter en 1979 et à Saturne en 1980. En 1998, il a dépassé Pioneer 10, le seul autre vaisseau spatial dans l'espace interstellaire à l'époque, et est désormais l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre. Les 2 vaisseaux spatiaux sont identiques en tout point, avec des antennes paraboliques de 3,7 mètres, 12 pieds, pour diffuser des données vers la Terre et une paire de 16 propulseurs pour ajuster leur orientation et diriger leurs antennes vers la Terre. Les moteurs fonctionnent à l'hydrazine, tandis que les composants électroniques de chaque engin spatial sont alimentés par des générateurs thermoélectriques alimentés au plutonium. Chacun d'eux transporte 11 instruments scientifiques, dont environ la moitié a été conçu spécifiquement pour l'observation de la planète et a été désactivé depuis. Parmi les instruments qui ont été désactivés figurent de nombreuses caméras et de nombreux spectromètres utilisés pour l'étude des planètes, ainsi que 2 études par radio. Voyager 2 dispose désormais de 5 instruments en état de marche, un magnétomètre, un spectromètre conçu pour étudier les plasmas, un instrument de mesure des particules chargé de basse énergie et un autre pour les rayons cosmiques, ainsi qu'un instrument de mesure des ondes plasmiques. Voyager 1 n'en possède que 4 car son spectromètre à plasma est cassé. Au cours de leur grand voyage dans le système solaire, les voyageurs ont recueilli des dizaines de milliers de photographies et de mesures qui ont modifié notre compréhension des planètes extérieures. Sur Jupiter, ils nous ont fourni nos premières idées approfondies sur la façon dont l'atmosphère de la planète se déplace et se développe, en démontrant que la grande tache rouge était une tempête tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui interagissait avec d'autres tempêtes plus petites. Ils ont également été les premiers à détecter un anneau tenu et poussiéreux autour de Jupiter. Enfin, ils ont observé certaines des lunes de Jupiter, découvrant le volcanisme de l'eau, les caractéristiques linéaires d'Europe, qui étaient parmi les premiers indices qu'elle pouvait avoir un océan sous sa surface, et conférant à Ganymède le titre de plus grande lune du système solaire, un titre précédemment détenu par Titan, la lune de Saturne. Par la suite, les 2 sondes sont passées devant Saturne, mesurant la composition et la structure de l'atmosphère de Saturne, tandis que Voyager 1 a observé l'épais nuage de Titan.
Ces découvertes ont conduit à la théorie selon laquelle Titan pourrait contenir des hydrocarbures liquides à sa surface, ce qui a depuis été confirmé par d'autres missions. Lorsque les 2 missions ont observé les anneaux de Saturne, elles ont découvert les lacunes et les zones bien connues. Atlas, Prometheus et Pandora, 3 lunes de Saturne, inconnues jusqu'alors, ont également été découvertes par Voyager 1. Après cet événement, Voyager 1 a quitté le système solaire, tandis que Voyager 2 a poursuivi son voyage vers Uranus. Il a découvert 11 lunes et 2 anneaux inconnus jusqu'alors. De nombreuses caractéristiques d'Uranus restent inexpliquées, comme son étrange champ magnétique et l'absence inattendue de grandes fluctuations de température à différentes latitudes. Neptune a été la première visite de Voyager 2, 12 ans après son départ de la Terre. À son arrivée, elle a poursuivi sa série de découvertes de nouvelles lunes en découvrant 6 minuscules satellites et des anneaux autour de Neptune. Elle a observé la composition et le champ magnétique de la planète, tout comme elle l'avait fait pour Uranus. Il a également découvert des cheminées volcaniques sur Triton, la lune massive de Neptune, avant de rejoindre Voyager 1 en route vers l'espace interstellaire. Après ces rencontres planétaires, Voyager 1 a pris l'image emblématique du point bleu pâle, montrant la Terre à une distance d'environ 6 milliards de kilomètres, 3,7 milliards de miles. Cependant, au cours des 10 dernières années, les 2 vaisseaux spatiaux sont entrés dans un nouveau domaine, connu sous le nom de milieu interstellaire, qui est un matériau ténu remplissant l'immense espace qui existe entre les étoiles. Là, le vaisseau spatial continue à faire de nouvelles découvertes. La force et la direction du champ magnétique interstellaire ont étonné les experts, et les nouvelles données ont même alimenté le débat sur la géométrie et l'activité de l'héliosphère, le domaine magnétique du Soleil. Longtemps considéré comme ayant la forme d'une comète, l'héliosphère pourrait en réalité être plus sphérique qu'on ne le pensait. Et lorsque les taches solaires croissent et disparaissent, devient-elle plus grande ou plus petite? Ou reste-t-elle relativement la même? Le vaisseau spatial a fourni quelques indices alléchants à ce sujet. Lorsque le vent solaire, qui est le flux de particules chargées émanant du Soleil, s'arrête, les astronomes considèrent que c'est le début du milieu interstellaire. Ce gaz ionisé, ou plasma, agit comme un galet dans un ruisseau, en exerçant une pression sur le plasma interstellaire plus froid et plus dense qui l'entoure. La cavité creuse par le Soleil s'appelle l'héliosphère et son bord l'héliopause, tout comme le sommet de la troposphère terrestre s'appelle la tropopause. Selon Don Gurnett, un chercheur de l'université de l'Iowa à Iowa City qui a travaillé sur la mission Voyager, nous ne savions pas vraiment à quelle distance se trouvait l'héliopause lorsque le vaisseau spatial a été lancé. Certains ont émis l'hypothèse que l'héliopause pourrait être aussi proche que Jupiter, qui n'est que 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Au fur et à mesure que le vaisseau spatial s'éloignait, les estimations de la distance de l'héliopause ne cessaient d'augmenter. Elle n'était certainement pas à Jupiter, ni à Saturne, ni à Uranus, ni à Neptune. En conséquence, personne ne savait quand et où Voyager entrerait dans l'espace interstellaire. Gurnett a déclaré que peu après la rencontre avec Neptune, Voyager a vu des indications de l'héliopause non loin. Les 2 voyageurs ont commencé à capter de fortes ondes radio à des fréquences comprises entre 2 et 3 kHz en juillet 1992. Ces ondes radio ont été attribuées par Gurnett et ses collègues à 6 éruptions importantes qui se sont produites sur le Soleil plus d'1 an avant leur découverte. Selon les conclusions des chercheurs, le plasma expulsé pendant les éruptions a fini par atteindre l'héliopause, où il a fait osciller les électrons et libérer des ondes radio. La fréquence d'oscillation est liée à la racine carrée de la densité électronique du plasma. Et le fait que la fréquence observée des ondes radio implique une densité correspondant à celle attendue pour le milieu interstellaire est significatif. Le milieu interstellaire local est beaucoup plus dense que l'héliosphère extérieure, même s'il est si ténu qu'on pourrait le confondre avec un vide pur sur Terre. En outre, la connaissance de la vitesse approximative de la matière solaire sortante et du temps qu'il lui a fallu pour atteindre la limite a permis de déterminer la distance entre l'héliopause et le Soleil. Cette distance se situe entre 116 et 117 unités astronomiques, où une unité astronomique est la distance moyenne entre le Soleil et la Terre. Cependant, l'affirmation de Gurnett a rencontré une certaine résistance. Tout d'abord, de telles ondes radio n'avaient jamais été observées par quiconque auparavant, et de nombreux chercheurs doutaient de l'explication que Gurnett donnait à ces signaux. Une autre implication de sa mesure était que l'héliopause était située à une distance terriblement grande. En comparaison, la distance entre le Soleil et Neptune n'est que de 30 unités astronomiques, tandis que la distance entre le Soleil et Pluton est, en moyenne, d'environ 40 unités astronomiques. Néanmoins, le vaisseau spatial est sorti indemne de cette épreuve.
Voyager 1 a traversé l'héliopause le 25 août 2012, à une distance de 121,6 unités astronomiques. Cette distance est environ 4 fois supérieure à celle de Neptune et correspond tout à fait à la prédiction faite par Garnett 20 ans plus tôt. Cependant, comme ce passage a suscité une vive controverse, la NASA a décidé de retarder de 13 mois l'annonce de cet exploit. Malgré cela, Voyager 1 a remarqué quelques signes révélateurs du passage de l'héliopause. Il y a eu une disparition des particules à haute énergie provenant du Soleil, ce qui était probablement un indice que le reste du vent solaire avait également été laissé derrière. De plus, après le passage de Voyager, les rayons cosmiques provenant d'au-delà du système solaire, qui sont partiellement bloqués par l'héliosphère, sont devenus plus puissants. Ces signes seuls n'ont cependant pas convaincu de nombreux chercheurs. Deux problèmes différents se posaient. Premièrement, l'instrument de mesure du plasma à bord de Voyager 1 avait cessé de fonctionner, et le vaisseau spatial n'a donc pas pu enregistrer la soudaine augmentation de la densité des particules qui s'est produite lorsqu'il a quitté l'héliosphère pour entrer dans l'espace interstellaire. Deuxièmement, on a émis l'hypothèse que le champ magnétique pointerait dans une direction différente au-delà de l'héliosphère, mais cela ne s'est pas avéré être le cas. À ce jour, la raison pour laquelle le champ magnétique à l'extérieur de l'héliosphère coïncide avec le champ magnétique à l'intérieur n'a pas été expliquée de manière satisfaisante. L'exploit de Voyager a été facilité en partie par le Soleil. Des tempêtes solaires avaient commencé à éclater plus tôt en 2012, et l'année suivante, elles ont choqué le plasma que traversait Voyager 1. Cela a provoqué l'oscillation des électrons dans le plasma, ce qui a entraîné l'émission d'ondes radio que le vaisseau spatial a pu détecter. La fréquence de ces ondes radio a démontré que Voyager était entré dans un domaine nettement plus dense. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également franchi l'héliopause. Cette fois-ci, le passage n'a pas fait sourciller. L'instrument plasma du vaisseau spatial était opérationnel et a pu mesurer le pic de densité des particules provoquées par la collision des protons, électrons et autres particules chargées avec l'instrument. Il a également pris note de la température, qui se situait entre 30 000 et 50 000 Kelvin, et était nettement supérieure à la température du milieu interstellaire proche. Ce phénomène est très probablement dû au fait que le plasma a été comprimé lorsqu'il est entré dans l'héliosphère. La sonde, tout comme Voyager 1, a constaté la disparition du vent solaire et une augmentation des rayons cosmiques provenant d'au-delà du système solaire. Mais le champ magnétique n'a à nouveau pas changé de direction, ce qui indique que le résultat obtenu 6 ans plus tôt n'était pas un hasard. Mais ce qui m'a le plus étonné, déclare Stamatios Tom Kremigis de l'université Johns Hopkins, c'est le fait que la distance de croisement était de 119 unités astronomiques. C'est presque exactement la même distance où le jumeau du vaisseau spatial s'était croisé. Une surprise car le cycle solaire était alors dans un état différent. Au fur et à mesure que les tâches solaires augmentent et diminuent au cours d'une période de 11 ans, le vent solaire se renforce et s'affaiblit, exerçant une pression plus ou moins forte sur l'héliopause, mais avec un décalage temporel d'environ 2,5 ans. En conséquence, l'héliosphère se dilate et se contracte. La pression du vent solaire était plus faible en 2012 qu'en 2018. L'héliosphère aurait dû être beaucoup plus petite lors du passage de Voyager 1 que lors de celui de Voyager 2. Au lieu de cela, les distances à peu près similaires impliquent que l'héliopause est plus robuste que prévu, selon Kremigis. Quelle que soit la forme exacte de l'héliosphère, Voyager 1 et 2 continuent de s'en éloigner. Voyager 1 sera à 155 unités astronomiques du Soleil d'ici la fin de l'année. Les signaux de la sonde mettront plus de 22 heures à nous parvenir car ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Voyager 2 sera à 129 unités astronomiques et dépassera le silencieux Pioneer 10 à la fin de 2023, devenant ainsi le deuxième vaisseau spatial le plus éloigné de tous les temps. Les deux voyageurs s'éloignent dans des directions opposées, plus éloignées l'une de l'autre que de la Terre. L'année dernière, les scientifiques ont annoncé que Voyager 1 avait enregistré un bourdonnement lié à des ondes identifiées dans de minuscules quantités de gaz présentes dans le quasi-vide de l'espace interstellaire. Nicolas Fox, directeur de la division héliophysique de la NASA à Washington, D.C., a déclaré dans un communiqué que la mission de Voyager a fourni des informations importantes sur le Soleil et son influence dans le système solaire. Au cours des 45 dernières années, les missions Voyager ont joué un rôle essentiel dans l'acquisition de ces connaissances et ont modifié notre compréhension du Soleil et de son influence comme aucun autre vaisseau spatial ne peut le faire, a poursuivi M. Fox. Chaque Voyager est alimenté par un système d'énergie thermoélectrique à base de plutonium. Lorsque le plutonium se brise, la production de chaleur diminue et les voyageurs perdent de l'énergie.
Pour compenser, la NASA a déclaré que l'équipe a éteint tous les systèmes non essentiels et plusieurs systèmes initialement considérés comme nécessaires. Il s'agit notamment des chauffages qui protègent les instruments encore opérationnels du froid intense de l'espace. Cependant, l'agence spatiale précise que les 5 instruments dont les chauffages ont été éteints depuis 2019 sont toujours opérationnels. Les experts de la NASA restent perplexes quant à la manière dont les voyageurs peuvent continuer à fonctionner à des températures bien inférieures à celles pour lesquelles ils ont été construits. Un problème est survenu avec le système d'articulation et de contrôle d'attitude, AACS, de la sonde de l'année précédente également. Il s'agit du système qui garantit que les antennes de la sonde sont orientées en direction de la Terre. La sonde avait jusqu'alors un parcours impeccable sans aucune interférence connue. La sonde embrouillée a commencé à renvoyer des données de télémétrie inexactes par le biais d'un ordinateur de bord qui avait cessé de fonctionner des années auparavant, ce qui a entraîné la corruption des données correctes. La sonde a alors commencé à ne plus savoir quelle était sa position dans l'espace. Même si les experts de la NASA sont parvenus récemment à résoudre le problème en demandant au système de revenir à son ancien ordinateur. Le dérapage de voyageurs soulève la question de savoir s'il est temps ou non de mettre à la retraite l'une des sondes spatiales les plus anciennes et les plus lointaines de l'agence. Même si le gouvernement a déclaré que l'imprécision ne présente pas de risque pour la viabilité de la mission à long terme, plusieurs scientifiques ont déjà commencé à étudier la possibilité de développer le successeur de Voyager. Selon Ralph McNutt, responsable scientifique des sciences spatiales au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, nous avons eu une chance incroyable avec les voyageurs. Et le fait qu'ils fonctionnent encore aussi bien est vraiment une combinaison de miracles technologiques et de chance. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner si quelque chose va mal. McNutt, qui a eu la chance d'être présent à Cap Canaveral en Floride lors du lancement de Voyager 1 en 1977, est le chercheur principal d'une équipe de l'Applied Physics Laboratory qui a récemment soumis une proposition détaillée à la NASA pour un concept de mission qui pourrait dépasser considérablement les limites de Voyager. La proposition porte sur une mission qui pourrait explorer des parties plus éloignées de l'univers que ne l'a fait Voyager. Leur vaisseau spatial, qu'ils ont baptisé Interstellar Probe, serait capable de voyager encore plus loin que les missions Voyager, tout en continuant à étudier l'héliosphère, la région de l'espace en forme de bulle qui protège notre système solaire des radiations galactiques. Avec la technologie adéquate, le concept de sonde de McNutt pourrait être prêt à être lancé entre 2036 et 2042. L'année exacte dépendrait de la date à laquelle la sonde pourrait bénéficier d'une assistance gravitationnelle de la part de Jupiter, l'orbite de l'engin, utilisant la force gravitationnelle de la planète pour s'élancer vers les confins de l'espace. Il est possible que la mission Interstellar Probe finisse par battre le record établi par son prédécesseur pour l'objet humain le plus éloigné dans l'univers. Ce serait le cas si la mission était couronnée de succès et contrairement à la sonde Voyager, vieille de 45 ans, qui a déjà dépassé d'un facteur 10 la durée de vie prévue de sa mission, selon M. McNutt, la sonde interstellaire serait suffisamment fiable pour durer encore au moins un demi-siècle. Mais même si le lancement avait lieu, il ne se ferait pas avant quelques années. Bien que la NASA ait financé l'étude initiale, le concept n'en est qu'à ses débuts et ne deviendra une mission officielle qu'après avoir été examiné et sélectionné par un comité d'études décennal, dont les conclusions pourraient prendre encore 2 ans. Même si les astronomes ont désormais accès à de puissants observatoires comme le télescope spatial James Webb et le chasseur de matière noire tant entendu, le télescope spatial Nanegres-Roman, pourquoi avons-nous exactement besoin de sondes? L'explication est aussi simple que le fait que les différentes missions ont souvent des capacités et des priorités contrastées. Voyager et la sonde solaire Parker sont des exemples de missions héliophysiques qui étudient l'influence du Soleil dans l'espace. En revanche, le télescope spatial James Webb et Roman sont des exemples de missions astrophysiques qui étudient des choses comme les exoplanètes et les galaxies lointaines. Malgré leur distinction, les sondes et les télescopes d'études plus grands comme le JWST sont les deux faces d'une même pièce. Leurs découvertes sont toutes deux nécessaires pour dresser un tableau précis et complet de notre place dans le cosmos. Pour en revenir aux sondes Voyager, chaque vaisseau spatial Voyager comprend un disque phonographique doré attaché à son côté, qui est censé servir de capsule temporaire de la Terre à toute vie extraterrestre qui pourrait découvrir les sondes dans un avenir lointain. Ils sont marqués d'un message de Jimmy Carter, président des États-Unis au moment du lancement, qui se lit comme suit. Ceci est un cadeau d'un petit monde lointain, un témoignage de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous tentons de survivre à notre époque pour pouvoir vivre dans la vôtre.
Les couvertures des disques comportent de nombreuses images, notamment des indications visuelles sur la manière de les lire. Une carte décrivant la position de notre système solaire par rapport à un groupe de 14 pulsars et une représentation d'un atome d'hydrogène. Ils sont plaqués d'uranium et le taux de désintégration permettra aux futurs découvreurs de chaque disque de calculer sa date de fabrication. Le contenu des disques a été choisi par un comité présidé par Carl Sagan. Chacun d'entre eux contient 115 images, dont des représentations scientifiques du système solaire et de ses planètes, de la flore et de la faune de la Terre, ainsi que des exemples de la culture humaine. Des bruits naturels tels que le ressac et le chant des oiseaux sont inclus, ainsi que des salutations orales en 55 langues, 1 heure d'enregistrement d'ondes cérébrales et une gamme éclectique de musique allant de Beethoven à Chuck Berry en passant par une variété de musique folklorique. Personne ne sait combien de temps encore les deux vaisseaux spatiaux vont survivre. Ils doivent rester au chaud pour que le carburant dont ils ont besoin pour maintenir leur antenne dirigée vers la Terre ne gèle pas. La chaleur de Voyager provient du plutonium, mais comme cet élément radioactif se désintègre, il fournit de moins en moins d'énergie chaque année. Bien qu'il soit plus éloigné du Soleil, Voyager 1 est le vaisseau spatial le plus chaud. Il y a une histoire à cela, explique Kremigis. Après le lancement de Voyager 2 par la NASA, les ingénieurs se sont rendus compte qu'il faisait plus froid que prévu et ont donc ajouté une isolation supplémentaire avant de lancer Voyager 1. Cette chaleur supplémentaire pourrait aider le vaisseau spatial à vivre plus longtemps. De plus, l'instrument à plasma de Voyager 1 étant défaillant, il ne consomme pas d'énergie, ce qui en laisse suffisamment pour chauffer le vaisseau spatial. Par conséquent, le Voyager, qui explore une région de l'espace plus éloignée et donc probablement plus intéressante, peut continuer à renvoyer des données même après que son compagnon se soit tué. Faites-nous part de vos impressions sur ces remarquables vaisseaux spatiaux dans les commentaires ci-dessous.